Merci d'avoir choisi Bénin Business 24. Bienvenue à tous sur votre émission dominicale Wikeco. À l'heure des débats sur la mondialisation des économies, la question du financement du développement des pays africains se pose de plus en plus avec acuité. Et pour faire face à ces impératifs, de nombreux pays, comme le Bénin d'ailleurs, vont sur le marché financier de l'UEMOA. Le Bénin, justement, est très présent presque chaque mois sur ce marché pour effectuer des prêts. Plusieurs milliards de francs CFA chaque mois, comme je le dis. Pourquoi une telle fréquence? Quelles en sont les implications en termes d'endettement et d'impact sur le développement? Avec les confrères, on fera le débat dans un instant. Et dans le dossier de la semaine, on parle Covid-19 et de ses répercussions sur le secteur sanitaire béninois. Depuis des mois maintenant, les centres de santé, les hôpitaux et les cliniques qui sont fortement touchés au point même de voir les patients carrément déserter les hôpitaux. Comment se prennent les centres de santé pour faire face à cette pandémie? On en parle avec notre invité dans le dossier de la semaine. Mais avant tout cela, on installe la rubrique mini-journal avec Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeco. Pendant 2 mois, les parcs de véhicules de transport en commun ont été inactifs. Heureusement, depuis le 2 juin dernier, le gouvernement autorise désormais bus et minibus à retrouver de nouveau les artères de Cotonou et environ, mais sous condition. Il faut respecter la distanciation sociale, le port obligatoire de masques de protection ainsi que bien d'autres mesures barrières contre la COVID-19. Ces conditions sont-elles totalement respectées par les conducteurs et passagers? Une chose est certaine, le tarif n'est désormais plus le même. Rodrigue Babagbito. Sur ce parc de stationnement des véhicules de transport en commun communément appelé Tokpa Tokpa, c'est désormais la vie qui reprend après 2 mois d'inactivité. Depuis que le gouvernement nous a autorisé la reprise, ça a pris, mais pas tellement. Le parking est un peu désert. Une reprise lente sous fond de respect des mesures barrières dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis ce 2 juin, le contrôle est désormais très accentué. Il faut respecter les consignes du gouvernement. Chaque chauffeur qui charge, on leur dit le masque, système de distanciation, 2 mètres, et se laver les mains. Pourtant, dans certains véhicules, rien de changé concernant la distanciation sociale. Au sein des passagers, l'on apprécie diversement les conditions fixées par les chauffeurs à tout client. Avec 4 personnes. Au niveau du paiement, d'habitude on payait 250 francs. 250 francs. Maintenant c'est 300 francs qu'on paie. Jean-Baptiste est chauffeur dans cette compagnie de transport. Ici, les guichets sont encore fermés. Pas de reprise sous pression. On prend le temps de régler tous les détails pour le confort des passagers. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents de reprendre les activités. Bon, désormais, pour entrer dans ce bus, auparavant, le bus prend 50 places. Mais vu les mesures des gestes barrières, nous sommes obligés de prendre une personne par siège. Bon, par exemple, si un passager est assis ici, nous sommes obligés de sauter le siège qui suit et mettre l'autre passager de ce côté. Pour le patron de la compagnie, la distanciation implique forcément l'augmentation du coût du tarif. Nous servons plus l'international que le national. Mais vu que les frontières restent toujours fermées, on a décidé de faire le national.
J'ai commencé la ligne Cotonou-Malanville en aller et retour tous les jours. Et d'ici la semaine prochaine, on a envisagé de modifier les prix à 18 000 francs les billets, parce que le nombre de voyageurs au bord du bus va changer. Et maintenant, si le nombre change, il faut que les prix changent. Maintenant que le transport en commun est autorisé au sein du pays, les compagnies de transport internationales espèrent aussi voir les frontières ouvertes sous peu. Outre la menace qu'elle représente sur la santé publique, la pandémie du corona touche aussi profondément le monde du travail. Les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus. Au Bénin, de nombreux employeurs se sont trouvés obligés de se séparer malgré eux de certains membres de leur personnel, d'autres étant forcés de fermer leurs portes et leurs entreprises pensent à se réinventer. Reportage. La pandémie mondiale du coronavirus ne laisse pas indemne le monde du travail. Depuis que la crise sanitaire est devenue économique et même sociale, ce responsable syndical est de plus en plus gagné par l'inquiétude. Nous sommes inquiets, non seulement pour la santé des travailleurs qui sont là, mais aussi inquiets pour ceux qui pourraient éventuellement perdre leur poste, leur emploi. Et ça, c'est déjà presque une réalité, surtout dans le secteur informel et aussi dans le privé formel quelque part où des emplois sont menacés et ont été perdus. Responsable d'une agence de voyage et d'événementiel, ce patron d'entreprise se trouve aujourd'hui dans le désarroi. L'interdiction de rassemblement a entraîné l'annulation de nombreux événements. En conséquence, son entreprise n'a plus de demande de prestations et gérer le personnel en cette période est bien douloureux. Difficile de poursuivre en l'état nos activités commerciales. Nous sommes bel et bien obligés de fermer les fuites de ces recettes qui n'arrivent pas. Et ça passe par la diminution des charges. Et la pire des difficultés, c'est les collaborateurs à qui il faut convenir de sursoir à travailler pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de travail. Comme lui, de nombreux patrons d'entreprises ont été obligés de se séparer malgré eux de leurs employés. Cependant, les emplois ne sont pas menacés dans tous les secteurs d'activité. Chez cet employeur évoluant dans les TIC, les impacts du coronavirus sur les employés se ressentent différemment. Tout dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont directement touchés. Heureusement, ce n'est pas le cas des secteurs d'activité dans lesquels nous on intervient. Nous n'avons pas licencié de personnel. Nous faisons un effort pour que les emplois soient maintenus. Mais bien sûr, si nous interagissons avec d'autres acteurs qui sont impactés, nous-mêmes, nos activités seront impactées. Au vu de tout ceci, certains se voient contraints de migrer vers le numérique s'ils veulent tenir, mais ils gardent tout de même espoir qu'une aide viendrait du gouvernement. Je crois que autant on a été très vite pour régler la question sanitaire et on a donc limité les dégâts à 3 décès, autant on devrait aller encore aussi vite pour limiter la question économique de la pandémie de manière à ce que nous ne soyons pas 3000 entreprises à fermer. Il faut leur faire un appui financier, par exemple, payer une partie du salaire aux chefs des entreprises, de ces sociétés, pour qu'eux-mêmes fassent aussi un effort afin que le travail ne soit pas perdu. La décision du gouvernement de relancer les activités le 2 juin dernier est tout de même un ouf de soulagement pour certains employés et employeurs. Mais un seul souhait reste présent sur toutes les lèvres, vivement que ce mauvais vent cesse de souffler. De nombreux foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. Les précisions dans ce reportage de Edmond Ngbo et Amandine Anyamboso.
Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Donc actuellement nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Nadège et elle revient cette semaine, c'est la revue de presse économique, une signature de Patrick Adiaboudou. Promouvoir la qualité des services financiers, assurer la mission de médiation par le règlement à l'amiable des litiges, favoriser l'amélioration de la qualité de la relation entre les opérateurs de services financiers et leurs clients. C'est là en résumé le cahier de charge de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Bénin. La création de cet observatoire focalise l'attention de la presse nationale. L'économiste en parle et écrit à la page 4 de sa parution du jeudi 4 juin 2020, Services financiers au Bénin, un observatoire de la qualité instauré. Le journal précise que la dite structure va aider les consommateurs des services financiers à l'obtention de financements assortis de garanties auprès des établissements de crédit, des systèmes financiers décentralisés, des établissements de monnaie électronique, des compagnies d'assurance et de la Poste du Bénin. La Nation et d'autres canaux ont aussi relayé l'information. Le quotidien Le Meilleur y trouve une opportunité pour les PME et PMI. Les filières ananas, cajou et autres produits frais vont avoir une bouffée d'oxygène. La Banque mondiale accorde un crédit de 94 milliards de francs CFA au Bénin pour soutenir le secteur agroalimentaire. La Nation relaie l'information et écrit « Agroalimentaire, crédit de la Banque mondiale au Bénin, 94 milliards de francs CFA ».
pour booster la compétitivité. Le projet va permettre ainsi de renforcer la capacité des agriculteurs à participer aux marchés régionaux et internationaux. Au niveau du futur aéroport de Glodjibé, il sera construit un terminal de fret pour l'entreposage frigorifique des produits hautement périssables. Le Bénin va lancer très bientôt la construction d'une raffinerie. Le meilleur affiche en manchette projet de construction d'une raffinerie au Bénin. Le gouvernement hâte la procédure de la prospection. L'information intéresse aussi le quotidien du service public qui, dans sa parution du jeudi 4 juin 2020, écrit « La construction d'une raffinerie se précise ». C'est sur cette note d'espoir que la revue de presse économique de ce dimanche prend fin. Merci de l'avoir suivi. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Patrick, on vous retrouve dans quelques 20 minutes pour le dossier de la semaine. Et sans plus tarder, on installe le plateau décryptage. Et je le disais, le Bénin est très présent sur le marché financier de l'UEMOA depuis quelque temps où il effectue chaque mois, ou plutôt presque chaque mois, des prêts de plusieurs milliards de francs CFA. Une fréquence qui inquiète. Avec les confrères, on en parle ce matin. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Yves. Merci d'être là ce matin. C'est moi. À côté, Memo Couton, bonjour Memo. Bonjour Yves Balogun, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là également. C'est moi. Alors Memo, comprenez-vous cette fréquence du Bénin sur le marché financier? Oui, on peut comprendre cette fréquence. Vous savez, quand vous êtes un pays qui ne produit pas assez, quand vous êtes un pays qui dépend beaucoup plus des autres, vous ne pouvez qu'aller fréquemment sur le marché financier. Quand vous ne, je l'avais dit, quand vous ne produisez pas, qu'est-ce qu'on produit au Bénin? On n'a pas des usines, on a l'industrie, elle ne marche pas au Bénin, on n'a jamais, aucun gouvernement n'a jamais pris ça comme en priorité et on est habitué à aller faire des prêts, à aller s'endetter. Donc je pense que on est encore dans un contexte qui paraît un peu plus difficile pour le Bénin depuis quelques années. Donc je pense que c'est ce qui justifie en réalité cette fréquence du Bénin sur le marché africain financier. Marcel, presque chaque mois, on a des appels à l'épargne, la mise en place de nouveaux instruments pour attirer des investisseurs. Est-ce que tout cela, c'est vrai que Memo l'explique et le comprend, mais est-ce que tout cela est bon pour l'économie de notre pays? Bon, d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas économiste. Je vais faire mes analyses en tant que journaliste. D'abord, il y a deux choses. La première lecture, c'est que le fait que le Bénin fait recours de façon constante, de façon permanente au marché financier, c'est d'abord une preuve de la bonne scienture de notre pays. Quand je parle de bonne scienture, je parle de capacité du pays à rembourser. Tout un chacun de nous, si un ami vient nous voir pour dire fais-moi un prêt, la première question qu'on se pose, est-ce que si je lui donne mon argent, il pourra rembourser? Et donc si... Ça veut dire que le Bénin rembourse très bien. Oui, ça veut dire que si on fait recours de façon permanente, c'est qu'on rembourse. Ça, c'est un avantage et c'est un bon point pour le Bénin. Mais dans le même temps, lorsqu'on fait recours de façon permanente à des prêts pour toute structure, pour tout homme, ça donne l'impression que ça ne va pas. Et lorsque vous et moi, vous allez toujours vers la même personne pour demander aidez-moi, la personne va se dire mais ça ne va pas. Peut-être que ses revenus ne lui permettent pas de vivre. Ou soit qu'il vive au-dessus de ses moyens. Alors, sur cette question, l'interprétation est simple. Le Bénin a peut-être de grandes ambitions, et les ressources propres ne permettent pas de régler ces ambitions. Et vous savez, aujourd'hui, quand on parle de ressources propres, c'est le fisc. Le fisc et le port, et on tire un peu une petite ressource du coton. Oui. Et donc, sûrement que ces ressources ne nous permettent pas aujourd'hui de faire face aux ambitions actuelles du gouvernement. Et vous n'êtes pas sans savoir que le contexte économique dans la sous-région n'est pas favorable. Fermeture de la frontière du Nigeria, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a également le fait que
beaucoup de partenaires traditionnels du pays ont commencé par ne plus être regardants vis-à-vis du Bénin. Peut-être pour des raisons politiques ou peut-être d'autres raisons, mais les partenaires classiques, c'est les bailleurs que nous connaissons qui ont commencé par réduire un peu leur portefeuille. Et tout ça amène le gouvernement à faire recours à ce mécanisme pour avoir du financement. Et je disais tout à l'heure que le fait de faire recours de façon fréquente à ce mécanisme, c'est un signe, un bon signe, mais c'est aussi un signe que nous n'arrivons pas à avoir des ressources pour faire face. Vous rejoignez un peu ce que dit Memo quand il pense que nous ne produisons pas assez, en tout cas en termes d'industrialisation, pour faire face à nos ambitions de développement. Oui, tout à fait. Je suis de. Mais au-delà de cette volonté qu'a notre gouvernement d'aller vers le développement, il faut également une participation des Béninois. On a quand même remarqué que les Béninois ne participent pas vraiment à l'autofinancement. Oui, c'est dans l'éducation de base déjà. Et écoutez, vous savez, ça dépend de ce que chaque gouvernement ambitionne. Depuis que le gouvernement actuel est venu, on a vu que ce gouvernement a élevé un tout petit peu, je veux dire, a mis la barre un peu haute en ajoutant quelques taxes de plus et tout le monde a crié. Et je crois que ça ne... Et c'est pour amener les Béninois à participer. Mais on n'était pas habitué à cela. On n'a jamais été habitué à cela. Et il fallait la manière pour amener les Béninois à commencer par participer au développement, à commencer par participer au financement de leur pays, au financement de certains projets dans leur pays. Ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire simplement que le Bénin n'aura que recours à ces prêts et puis à ces emprunts qui font peur, parce que ça craint vraiment. Mais comme le disait et Marcel tout à l'heure, c'est parce que le Bénin paie très bien que les gens ont la confiance, parce que pour preuve, en octobre 2019, le Bénin a gagné un prix quand même, je crois, et c'est le prix Global Market 2019 du meilleur gestionnaire de la dette souveraine. C'était à l'Assemblée générale, à l'Assemblée annuelle des décisions de la Banque mondiale et puis du FMI. Donc je pense que quand vous prenez ces indicateurs, vous voyez que le Bénin est quand même un bon payeur, un très bon emprunteur, mais un très bon payeur. Donc je parlais de l'éducation, c'est trouver la manière par laquelle le Béninois doit se dire aujourd'hui, s'il faut que je sois moins présent de moins en moins présent sur le marché financier, de marché pour emprunter de l'argent, je pense qu'il faudrait créer la dynamique, il faudrait créer ce qu'il faut pour pouvoir participer véritablement. Parce que je pense que payer sa facture, les gens vont dire oui, je paie ma facture d'électricité, c'est déjà suffisant. Je paie ma facture d'eau, c'est suffisant. Je paie pour mon véhicule, la TVM, et je paie tout, on paie la TVA partout, même quand on ne sait pas, mais on paie la TVA parfois sans le savoir. Je pense qu'on doit aller au-delà et montrer que le Bénin a une économie qui est basée rien que sur le fisc. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce qu'il faudrait augmenter les taxes encore? Non, pas augmenter, c'est ce que je disais, c'est amener, parce qu'aujourd'hui, le Béninois a même du mal. Aujourd'hui, quand on a ramené la TVM, on a eu du mal, franchement. On a tous eu du mal à payer parce qu'on n'était pas habitué à cela. C'était destiné simplement pour ceux qui avaient le transport en commun. On a eu du mal à nous adapter. Mais aujourd'hui, ça rentre dans les habitudes. Ça rentre dans les habitudes. Et donc, je pense que c'est petit à petit, ça va arriver. Ça va arriver pour que nous sachions véritablement que participer au développement du pays, ce n'est pas seulement crier, le gouvernement ne fait pas ci, mais c'est également mettre la main. Mais dans le même temps, il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Il faudrait qu'il y ait l'emploi. Parce que quand il y a des chômeurs, s'il n'y a pas d'emploi, je ne sais pas ce que le chômeur va apporter. Au contraire, il va consommer le peu qui est là. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement aller sur le marché qui est le problème, mais c'est déjà créer le cadre qu'il faut pour permettre aux autres de participer également au financement des projets de façon au niveau du pays. Alors, Marcel, vous aviez évoqué tantôt la fermeture des frontières du Nigeria qui pourrait expliquer, être l'une des causes pour lesquelles le Bénin se retrouve souvent sur le marché financier. Mais même avant la fermeture des frontières, la situation n'était pas vraiment rose pour le Bénin. On a toujours été sur le marché financier.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi simple que ça. C'est comme un homme qui gagne 100 000 francs, mais qui fait un budget de consommation de 200 000 francs par mois. Et donc, il faut qu'il aille chercher les 100 000 francs restants auprès d'autres personnes. Vous voulez dire que nos ambitions sont un peu trop grandes? Nous dépensons plus que ce que nous devons dépenser. C'est aussi simple que ça. Et là, la question n'est même pas de dire nous dépensons, c'est même parfois bon pour l'économie, mais c'est ce qu'on fait avec l'argent qui est le plus important. Quand nous faisons recours au marché financier de l'UEMOA pour chaque mois faire des prêts, qu'est-ce que nous faisons avec l'argent? C'est là la grande question. Et est-ce que c'est avec ça que nous sommes en train de faire les infrastructures, ou bien ces montants colossaux sont investis dans d'autres choses? Moi, je voudrais que le gouvernement puisse s'éclairer parce que de loin, je disais tout à l'heure, quand vous faites cela, ça donne l'impression que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a que j'ai pu lire sur le site de la Caisse autonome d'amortissement qu'une partie des financements levés au plan international permettra la réalisation des projets phares du gouvernement, dont entre autres la construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi et l'installation de lampadaires solaires photovoltaïques pour l'éclairage public des voiries dans le cadre de la phase 2 du projet asphaltage. Donc, oui, voilà, ça fait partie de ce que je dis. Bon, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont construites actuellement, mais je me demande si l'objectif c'est de relancer l'économie, est-ce que c'est uniquement les travaux? Parce que les économistes font beaucoup de théories en disant il faut investir pour donner un peu plus de pouvoir d'achat aux consommateurs afin qu'ils dépensent beaucoup plus. Et là, l'économie se porte mieux. Ça, c'est des théories d'économistes. Mais moi, je crois que depuis 2 ans, tout au moins, j'ai vu que le gouvernement a fait l'option des grands travaux, mais pourtant, je sens que les Béninois de plus en plus se plaignent. Et donc, je me demande si cette option est la meilleure pour relancer notre économie. Il faut penser à cette option parce que pendant plusieurs années, on a quand même eu des voies qui n'étaient pas vraiment adaptées. On n'avait pas un environnement, une urbanisation en tant que telle. Aujourd'hui, on peut se réjouir. Non, tout à fait. Bon, d'ailleurs, presque tous les gouvernements ont investi dans les travaux publics, hein. Mais peut-être que ce gouvernement en investit un peu plus que les autres. Je suis d'accord qu'on puisse faire les infrastructures, mais je dis, est-ce que c'est la bonne option? Est-ce que c'est avec l'argent des prêts qu'il faut le faire? Parce que par ailleurs, avant, les gouvernements précédents faisaient ces travaux avec des prêts ou des subventions consenties auprès d'autres partenaires qui ne sont pas qui ne sont pas des mercantiles. Je parle de l'Union européenne qui avait financé beaucoup de projets de route au Bénin. Pourquoi aujourd'hui on ne fait plus recours à ces partenaires traditionnels? Est-ce que ces partenaires ont des griefs contre nous? Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que si la santé de notre démocratie n'est pas bonne, si les critères que ces partenaires mettent sur la table ne nous permettent plus d'aller vers ce partenaire, c'est normal qu'on fasse recours à chose-là. Et je crois qu'il doit y avoir un problème si on ne veut plus vers ces partenaires traditionnels, qu'on choisit plutôt ceux qui sont dans le business. Oui. Alors, nous, on est un bon payeur. On paie très bien nos dettes, mais il se fait que souvent ces dettes-là sont à des taux parfois exagérés. On a notamment quand on va sur le marché, comme vous l'avez dit, c'est des mercantilistes. Oui, écoutez, vous n'avez pas l'argent, c'est moi qui l'ai sur moi, et vous venez vers moi, c'est moi qui pose mes conditions. Parce que quand vous voyez que vous en avez véritablement besoin, c'est une question de vie ou de mort en griffe, vous êtes obligé de vous soumettre ou bien de vous soumettre aux conditions que je vais vous exposer. Donc je pense que les taux, nous ne pouvons plus crier que c'est des taux exorbitants. C'est le prix à payer. Si c'est le prix à payer, je pense que nous devons y aller. Et les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent de façon, je vais dire, pas trop philanthropique, mais de façon engagée puisqu'ils savent que nous sommes dans une démarche de développement, d'industrialisation et qui nous accompagnent, même s'il y a des rubriques où c'est des prêts et il y en a qui sont
dans des rubriques de dons. Et ces partenaires ne sont plus avec nous aujourd'hui, et Marcel l'a rappelé, c'est beaucoup de choses. La démocratie telle que vous êtes en train de gouverner, il y a beaucoup plus d'implications et d'imbrications, des choses qui sont liées aujourd'hui. Et quand les gens trouvent que non, nous ne pouvons pas vous accompagner si vous ne revenez pas, mais le gouvernement dit, je pense que c'est ce qu'il faut pour moi, pour évoluer. Est-ce qu'on doit s'aligner sur ce que les autres voudraient avant? Non, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Écoutez, si vous ne voulez pas vous aligner sur ce que les gens vous disent, c'est que vous cherchez ailleurs. Et c'est à cela que nous faisons face aujourd'hui. Si ces investisseurs, si ces bailleurs ne sont plus avec nous aujourd'hui, c'est peut-être une parenthèse que j'ouvre, l'ambassadeur, le représentant de l'Union européenne, il a été renvoyé. Et ne demandez pas à l'Union européenne aujourd'hui de continuer par financer le Bénin de façon désintéressée. Si l'Union européenne doit continuer par financer le Bénin, ça va être de façon intéressée parce que les relations ont pris un coup. Et donc, si les relations ont pris un coup, souffrez que je ne sois plus là. Et donc, l'Union européenne ne va quand même pas dire, oui, c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Mais il faut dire quand même que les relations sont quand même encore non, les relations sont plus ou moins au beau-fixe parce que l'Union européenne également ne va pas trop vouloir que les relations soient dégradées. C'est comme la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Autant le Bénin en souffre, le Nigeria en souffre. Et véritablement, énormément. Donc, c'est les deux camps qui prennent le coup. Donc, ce n'est pas que le Bénin va suivre véritablement virgule par virgule, point par point, ce que les autres lui demandent de faire. Le Bénin va dire, je suis un État souverain, voilà ce que je dois faire. Et si c'est ce que je dois faire, ça ne corrobore pas avec ce que vous voulez que moi je fasse, alors je vais chercher mes investisseurs ailleurs. Voilà, nous allons ailleurs. Les prix que ces investisseurs nous proposent, je pense que on n'a pas le choix. Et si le gouvernement se lance dans cette, je vais dire, sur ce chemin de prêt à n'en point fini, c'est parce que le Bénin, le gouvernement sait qu'il est en train de mettre peut-être en place, pas maintenant, pas peut-être pour vous et moi, pour nos enfants, pour les générations futures, met en place des dispositifs qui pourront permettre aux générations futures, au prochain gouvernement, de pouvoir faire face à ces dettes, à ces dettes qui s'accroissent. Je pense que le gouvernement a sa politique. Et comme on le dit, moi-même je ne suis pas un économiste, et on voit beaucoup de routes poussées, on voit beaucoup, le gouvernement est très ambitieux, le gouvernement veut révolutionner tout à la fois. C'est là où je rejoins un tout petit peu Marcel et je dis, on aurait pu évoluer, je vais dire, de façon graduelle. On aurait pu évoluer step by step, comme le disent les anglophones. Je pense que à vouloir tout faire en même temps, ça va nous essouffler. Cela peut se comprendre quand on estime que rien n'a été fait. Non, tout a toujours été, quelque chose a toujours été fait. Quelque chose a toujours été fait, que ce soit pas votre ennemi, que ce soit pas votre ami. Ça, je le dis toujours. On ne peut pas dire que pendant 10 ans, que le président Kérékou n'a rien fait, paix à son âme. On ne peut pas. Après, on ne peut pas dire. Au-delà, à force d'être ainsi sur le marché financier, on endette de notre pays de plus en plus. Vous l'avez dit, il y a peut-être un mécanisme qui est mis en place, mais en attendant ce mécanisme, on est obligé chaque fois de payer, de rembourser chaque fois. Et à force de rembourser chaque fois, notre économie ne tourne plus. Non, c'est ce que je dis, ça ne peut pas tourner si vous ne trouvez pas le cadre qu'il faut pour faire tourner l'économie. Je vous donne un exemple très simple. Nous produisons le coton. Et le Bénin est, je crois, parmi les tout premiers producteurs au niveau de la sous-région. Le coton, parce que moi, je connais un peu le domaine de l'artisanat, le côté textile. Le Bénin produit du coton. Mais ce coton, le Bénin ne transforme pas ce coton. Allez à la CITES ou bien à la CVT, à l'Okusa. Ce coton, c'est la matière première pour tourner ces usines-là. Quand ils produisent ces tissus, je vais dire le tissu percale, c'est réexporté là. Ce qu'on a sur le marché, c'est les débris. C'est le tissu avec avec les grains de pectile qui sont dedans. Et c'est pas joli. C'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix. Le premier choix
est renvoyé en Europe. C'est ça que les gens nous transforment, je crois, sur le marché aujourd'hui, et c'est ça que nous acquérons de faire chèrement, et puis nous plaisons à porter à aller sur les manifestations. Quand vous prenez ce côté simplement, vous pensez que, vous voyez que nous sommes en train de perdre, parce que si on avait mis l'industrie qu'il faut, l'industrie de transformation de ce coton-là qu'il faut en place, c'est que ces Indo-Pakistanais et ces Pakistanais qui nous renvoient ces tissus et qui nous les vendent cher n'auront plus la possibilité d'exercer, d'avoir ce pouvoir-là sur notre marché textile, parce que nous serons producteurs du coton, nous serons producteurs également, nous serons producteurs également du tissu. Donc je pense que le gouvernement doit réfléchir dans ce domaine, parce que déjà le coton, surtout le coton, si nous sommes à ce niveau-là de production du coton, il est aberrant, et je pense que c'est vraiment incompréhensible que nous achetons encore des tissus sur le marché de façon chère, et donc nous produisons seulement, nous envoyons aux autres. Je crois que ce n'est pas bien, et quand c'est comme ça, nous allons nous endetter parce que le cadre n'est pas créé, l'industrie n'est pas là pour consommer. Le consommation local, ça doit passer par là. Si à Banikwara, les gens doivent s'échiner, faire tout ce qu'il faut pour faire le coton, pour produire du coton, et nous allons encore ailleurs pour acheter la première qualité du tissu, je pense que ça ne s'entend pas. Alors, et nous nous enlisons dans le sous-développement. On pose ainsi le problème de l'industrialisation qui devient aujourd'hui très important pour notre pays. Est-ce que c'est une option pour nous d'industrialiser? Moi, j'entends tu dire que nous sommes une économie de services. Et est-ce que l'option n'est pas de rester économie de services, puisque aujourd'hui, j'entends dire que nous sommes l'un des premiers producteurs du coton en Afrique. En Afrique même. Alors ça c'est génial ça. Alors mais qu'est-ce que nous faisons? Il a dit, et si on arrivait à transformer tout ce coton sur place, imaginez le nombre d'emplois que ça va générer. Les industries de textile qui existent, on en a 2 ou 3 je crois. Non, ils ont même remercié tout le personnel, ils ont fermé. Et donc voilà, et en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Ceux qui vont acheter les pécales pour imprimer la teinture, pour faire les différents trucs, les washes que nous avons, que nos femmes adorent, tout cela, on pouvait produire des tissus ici sur place et ne pas être obligé de faire recours. Voilà. Ils font recours au Burkina Faso ou bien au Mali pour prendre les fils retors. On appelle ça les fils retors. Ils prennent ça parce qu'on n'en produit pas ici. Donc quand c'est comme ça, il faudrait franchement que le gouvernement crée le cadre. Je crois que c'est une option pour le gouvernement de réfléchir à cela, pour permettre à l'économie d'avoir un peu plus les potentialités de créer d'emplois pour les jeunes. Plus les jeunes ont d'emploi, plus ils vont consommer, et plus l'économie va tourner. Merci à vous, chers confrères. On aura compris, il faut désormais investir beaucoup plus sur nos productions locales pour permettre à notre économie. J'avais juste un mot pour conclure, parce que je voulais juste dire un mot, parce que j'ai l'impression, j'entends souvent dire que le coton, le porc sont les premières ressources de l'économie. Mais moi, je voulais dire, et je le dis au gouvernement, que la première ressource du Bénin, c'est la démocratie. Ce que la démocratie apporte à notre pays, c'est beaucoup plus que le coton. Si notre démocratie se porte bien, elle va nous apporter des ressources que le coton, que le porc ne pourront pas nous donner. Je prends l'exemple du MCA. Le MCA seul fait plus de 4, plus de 8 et bons de trésor, ça fait plus de 8, 10 emprunts obligataires. Nous l'avons eu parce que notre démocratie était bien, nous l'avons eu parce que nous respectons les critères minimaux de démocratie et de bonne gouvernance. Je crois qu'il faut revenir à cela, et les partenaires traditionnels vont revenir avec des taux, des prêts et des dons qui seront moins contraignants que notre économie. Merci à vous, Marcel Zoumenou, Memo Couton. Merci également d'être passé sur ce plateau. Merci, on installe à présent le plateau dossier de la semaine. Avec le coronavirus, les activités tournent au ralenti, et même dans le secteur sanitaire, les patients se font désirer. Certainement la peur d'être contaminés. On parle de la baisse du taux de fréquentation des hôpitaux durant cette période de pandémie. Mais juste avant, suivons cet élément. Pour freiner la propagation du coronavirus, c'est le geste le plus simple à adopter.
se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Ici, ce gynécologue obstétricien donne l'exemple. Un geste obligatoire pour toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation dans son cabinet. Vous devez laver les mains obligatoirement. Après les avoir lavé la main, on vous prend la température. La distanciation de 1 mètre, 1 mètre 50 est obligatoire. Même quand vous venez en couple. Et quand on prend la température, 99,99%, c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, il y a des questions qu'on doit poser. C'est-à-dire, il y a des fiches à remplir. Est-ce que depuis quand vous avez la fièvre? Est-ce que vous venez d'un voyage? Est-ce qu'autour de vous, il y a des gens il y a des questionnaires à remplir? Mais jusque-là, on n'a pas eu ça. Si dans son cabinet médical, ce professionnel de la santé n'a pas encore enregistré de porteurs du coronavirus, le nombre de patients en consultation a toutefois considérablement baissé de plus de la moitié. Le nombre a beaucoup diminué, je peux dire du tiers. Actuellement, on a à peine le tiers de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Les accouchements n'ont pas changé, les interventions n'ont pas changé, mais au niveau des consultations, ça a beaucoup diminué. Conséquence, le suivi des femmes enceintes est au ralenti. Le cabinet fonctionne désormais au rythme imposé par le coronavirus. Ziad est aussi gynécologue. Plus aucune patiente ne peut venir se faire consulter chez lui sans porter son masque de protection. Puisqu'il faut veiller à la bonne santé des futures mères, il prend plus de précautions. Avant tout examen, on va se laver les mains ou on va utiliser le gel hydroalcoolique, mais en général, moi, je préfère les laver. Donc, on va faire notre consultation. À la fin de l'examen, ça va être pareil. Si on utilise, par exemple, l'échographe, on va faire une systématiquement comme c'est demandé. Encore plus maintenant avec le Covid, on va essayer de désinfecter en fait les sondes d'échographie pour ne pas avoir à les utiliser avec une patiente suivante en fait. Le coronavirus bouscule les habitudes. La baisse du taux de fréquentation est-il due à la crainte des patientes de contracter le virus ou de contaminer leurs enfants? En tout cas, difficile d'affirmer pour le moment que les patientes enceintes seraient à risque de contracter le coronavirus. En ce qui concerne la transmission mère-enfant, on ne peut pas donner un avis clair, mais on sait juste que la transmission n'est pas sûre et même si elle existerait, elle existe, les taux sont plutôt faibles en fait. Une lueur d'espoir pour les futures mamans qui ne doivent en aucun cas s'inquiéter pour les examens prénataux obligatoires. Et voilà, et ce sujet, on en parle avec le directeur des hôpitaux Bethesda, administrateur civil par ailleurs. On l'appelle Ernest Nyolonfou, c'est lui avec lui que nous allons aborder ces questions. Bonjour Ernest. Bonjour monsieur le journaliste, très bien. Merci de nous honorer de votre présence. Merci, c'est moi. Et à côté, pour conduire cet entretien, il revient en force, Patrick Adiagodou. Bonjour. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Ravi de vous retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver en pleine forme. Alors voilà le sujet, je vous laisse démarrer. Merci à vous Ulvaïs Balogun. Bonjour chers téléspectateurs. La psychose née du Covid-19 semble bouleverser beaucoup d'habitudes alors que le virus anéantit plusieurs systèmes de santé déjà fragiles. La fréquentation des lieux de soins est en baisse drastique. Ernest Nyolonfou, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Au cours d'un reportage au sein de l'hôpital dont vous êtes le premier responsable, nous avons fait un constat. Ce n'est pas la grande affluence du côté des malades, comme à l'accoutumée dans les unités de soins. Avez-vous fait également le même constat que nous? Vous savez, nous sommes une structure sanitaire confessionnelle, donc à but non lucratif. Et généralement, ceux qui affluent vers nous, c'est ceux qui n'ont pas grand moyen. Et pendant cette période, nous constatons que même ceux-là qui viennent parce qu'ils savent que nos prestations ne sont pas chères, on a constaté une baisse drastique. Comme l'élément tout à l'heure l'a dit, c'est une situation généralisée. Chez nous, ça se constate. Nous sommes en baisse plus de 50%. Plus de 50%. Plus de 50%. Et l'autre partie des 50%, ceux qui viennent, comment ils se comportent? Bon, aujourd'hui, ceux qui viennent à l'hôpital, c'est ceux-là qui ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus un autre moyen. Et la maladie frappe à leur porte et s'ils ne venaient pas à l'hôpital,
ils savent là où ils doivent... ils vont se retrouver. Tout à fait. Donc, lorsque nous sommes dans cette situation extrême, il faut comprendre qu'il y a un danger. C'est comme un danger qui est derrière les gens et ils se disent, attention, si nous allons à l'hôpital, nous pouvons contracter une maladie et si nous n'y allons pas, nous pouvons mourir à la maison. Alors, ils sont obligés d'être à l'hôpital. Et les affections habituelles qui peuvent attendre, les gens préfèrent rester à la maison, appeler le médecin. S'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser, vous pouvez me recommander un médicament? Est-ce que vous pouvez... Donc, l'automédication à la maison, ce que nous ne faisons pas du tout. Donc, les gens viennent à l'hôpital aujourd'hui par nécessité absolue. Sinon, ils ne viendraient pas à l'hôpital. Cette peur qu'ils ont, est-ce qu'elle est justifiée ou bien elle est quand même justifiée? La peur, lorsqu'il y a une pandémie, on ne peut pas refuser aux gens d'avoir peur. Mais la maladie n'est pas à l'hôpital. Le vecteur de la maladie est avec les personnes qui viennent à l'hôpital. Très bien. Donc, toute personne malade doit se dire, le seul lieu où je peux me soigner, c'est d'abord l'hôpital. Et dans ces lieux-là, nous avons pris toutes les mesures. D'abord, avant d'y entrer, vous lavez sérieusement vos mains, vous portez les bavettes, les gestes barrières sont respectés. Vous venez, lorsqu'on doit vous prendre, on vous prend la température, les constances, tout ça là, vous restez à une certaine distance, non seulement de ceux-là, des autres patients, mais lorsque vous rencontrez le médecin, c'est la même chose. Et le médecin est tenu de désinfecter les lieux avant vous et après vous. Donc, il n'y a aucune inquiétude à venir à l'hôpital. Donc, c'est donc à tort que les gens ont peur de venir à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, le système sanitaire de notre pays est très bien organisé, avec des supervisions. En tout cas, pour ce qui nous concerne, si nous subissons une supervision et les avis sont favorables, l'hôpital peut même être fermé. Et dites-nous, une fois que je suis à l'hôpital et que je suis en contact avec l'agent de santé, cet agent de santé, s'il faut le protéger, qu'est-ce que vous avez, quelles sont les mesures prises par votre hôpital? La première chose que nous avons, dès que l'arrivée de l'avènement de la pandémie Covid-19, nous avons d'abord fait une sensibilisation, une formation à tout le personnel de santé sur les gestes barrières. Nous-mêmes, nous avions un minimum de systèmes mis en place pour protéger les soignants. Quel système? Nous avions, tous les soignants avaient, avant l'avènement de la pandémie, les gels hydroalcooliques. Oui. Ils avaient les gants, c'est obligatoire avant de toucher à n'importe quel malade, ils ont des gants. Et ceux qui ont un contact direct, je parle par exemple des ophtalmos, des chirurgiens dentistes, oui. Ils ont une lunette de protection, ils avaient ça. Ils avaient déjà ça. Je vois. Et ceux qui sont au niveau de la salle d'accouchement, oui. Les sages-femmes comme les gynécos, ils avaient les mêmes protections. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la pandémie, non seulement ces systèmes continuent d'être appliqués, mais il y a la désinfection automatique et systématique des lieux de consultation avant et après les malades. Très bien. Et ces nouvelles habitudes n'induisent-elles pas un autre coût, un surcoût? Parce que vous achetez forcément de... Absolument. Nous n'avions pas prévu la pandémie. Avant, on parlait de la lutte contre les maladies nosocomiales et c'est ça qui nous amenait à prendre des mesures pour protéger non seulement le patient en visite, le patient hospitalisé, le patient qui subit une intervention et aussi le professionnel de santé. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, l'utilisation des bavettes étant devenu obligatoire, leur remplacement se fait toutes les 3 heures.
Je vois. Donc vous imaginez, dans une journée, lorsqu'un professionnel de santé vient au boulot, et sur les 8 heures de travail, il doit changer au moins 3 fois ou 4 fois. Donc, ça engendre forcément un surcoût. Et dites-nous, Ernest Nyononfon, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les visites des familles, sauf exception, ont été interdites dans tous les services des hôpitaux. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, les visites des familles ne sont pas interdites, mais réglementées, régulées. Nous autorisons les familles à rendre visite à leurs parents, suivant des heures. Ça existait. Mais cette fois-ci, vous devez constater dans nos hôpitaux, lorsque quelqu'un est malade, il a toute la famille qui vient s'installer pour veiller, soi-disant. Mais ça dérange aussi le malade. Nous avons mis en place un système où lorsque vous venez aujourd'hui à l'hôpital chez nous, vous ne pouvez avoir qu'un seul accompagnant qui a un badge, qui reste à un endroit précis. Et qui respecte aussi les mesures barrières. Qui respecte les mesures barrières. Et nous les obligeons tous les matins à repartir au moins pour 2 heures de temps. Le temps d'aller se laver, se changer, pour que cette personne qui se trouve dans nos locaux ne constitue pas encore un autre risque d'infection. Le temps qui nous est accordé est presque à la fin, mais nous allons parler rapidement sur un autre sujet, les femmes enceintes. Comment vous gérez cette situation à votre niveau? Bon, vous savez, les femmes enceintes, ça fait partie des urgences. Lorsqu'une femme est enceinte, surtout qui veut accoucher, ça fait partie des urgences. Et aujourd'hui, à cause de la Covid-19, ces femmes enceintes viennent. Quand elles doivent accoucher, il n'y a pas un autre moyen. Elles ne peuvent pas accoucher à la maison, elles ne peuvent pas accoucher dans la rue. Ça ne peut être que dans un hôpital. Vous avez déjà reçu un appel d'une patiente qui dit « je ne peux pas venir parce que j'ai peur » ? Non. J'ai d'abord rencontré à 2 heures du matin, une première fois, une femme qui était devant l'hôpital et qui pleurait. J'ai dit mais rentrez, madame. Pourquoi vous pleurez? Elle a dit, je n'ai que 3 000 francs. Et je ne sais pas si, en entrant, les gens vont m'accepter. J'ai dit, non, ici, on vous accepte, même si vous n'avez rien du tout. Cette femme est entrée, a appelé son mari, mais plus tard, ils n'ont pas été capables d'honorer ni les ordonnances, ni les frais d'accouchement et autres. Donc, ça crée des charges supplémentaires à l'hôpital, ce à quoi nous n'étions pas... Comment vous faites pour faire face à ces charges-là? Quelle est la stratégie? Vous trouvez l'argent où? Bon, aujourd'hui, d'abord, nous puisons dans nos réserves. Nous puisons sérieusement dans nos réserves. Et c'est peut-être le lieu de lancer un cri d'appel. Un appel pressant. Le nombre de personnes aujourd'hui qui deviennent circonstanciellement indigents est énorme. Nous avons près de 40% de nos patients qui deviennent subitement indigents. Et nous n'avons pas toujours les ressources, surtout nous. C'est ce que nous faisons, que nous utilisons. Ce sont les bonnes volontés qui nous viennent en aide. Et généralement, aujourd'hui, je remercie le gouvernement qui fait un travail énorme, le ministre de la Santé qui fait aussi un bon travail, mais tout le monde accourt aujourd'hui vers le gouvernement pour apporter des aides, pour des contributions. Mais vous souhaitez aussi que les gens puissent venir... Les vrais utilisateurs de ces contributions, c'est nous. Oui, normalement, le gouvernement a la charge de répartir cela. Tout à fait, oui. tout à fait. Ouais, quand vous avez en attendant la répartition. Quand vous avez beaucoup d'enfants, les besoins n'attendent pas. C'est vrai. Les besoins n'attendent pas. C'est pour cela que nous voulons demander toutes les bonnes volontés. Yes. Tout ce que vous avez pour pouvoir aider ces femmes qui sont en travail, ces gens qui viennent à l'hôpital d'un mal de cœur, de n'importe quoi, vraiment, venez en aide. Venez-nous en aide, vraiment, et vous auriez fait un acte civique, un acte salutaire, un acte patriotique. Une dernière question. Seriez-vous prêt pour un rebond si le coronavirus arrivait à nous
à rester loin de nous? Oui, absolument. Nous sommes préparés parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire, il ne faut pas dire coronavirus et croiser les bras. Parce que nous avons un personnel que nous devons payer tous les mois. Absolument. Et nous avons déjà mis en place un système de refinancement. Très bien. Et parce que gérer, c'est prévoir. Nous devons rebondir. Nous devons aller vers nos patients maintenant. Au lieu que nous attendions qu'ils viennent vers nous, il y a toute une stratégie que nous sommes en train de faire et nous profitons de votre canal pour demander à toutes les personnes malades. L'hôpital est le lieu le plus sûr où vous pouvez vous soigner. Venez à l'hôpital, vous ne devez rien craindre. Merci à vous, Ernest Nyolonfon, chers téléspectateurs. Nous sommes au thème de notre rubrique Dossier de la semaine. Dans un contexte de mobilisation forte pour faire face au coronavirus, tous les hôpitaux s'adaptent et vivent au rythme de la pandémie. Le conseil à l'endroit de tous les malades, pour faire suite à vos propos, coronavirus n'empêche pas d'aller à l'hôpital. Merci. Merci à vous, Yvaïs. On va rester dans la même logique que le directeur pour dire que les hôpitaux, il faut leur venir également en aide. Merci à vous, directeur Ernest Nyolonfon, directeur des hôpitaux Bethesda. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et voilà, ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez l'émission en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTB et en nouvelle rediffusion demain à 11h sur BB24. Portez-vous bien. À très bientôt.